L'homme contemporain, sédentaire, ne s'est jamais autant préoccupé de son corps et de son équilibre psychique. Aujourd'hui, le bien-être est devenu une industrie florissante et puissante. Ce marché représente 133 milliards en France. Et pourtant, plus les gens aspirent à aller bien, plus la société compte de personnes frappées d'anxiété, de dépression, d'addiction aux médicaments ou aux drogues. Alors, la société serait-elle devenue malade de son bien-être? C'est ce paradoxe que nous souhaiterions interroger en croisant deux ouvrages, Le syndrome du bien-être, coécrit par deux enseignants en business school, Carl Cederström et André Spicer, et Politiser le bien-être de Camille Test. Et pour en parler, j'ai décidé de donner rendez-vous ici aujourd'hui à Anissa Lebad. C'est un square qui se situe en bas de la promenade plantée où les sportifs peuvent venir pour s'exercer et faire leur pratique quotidienne. Et nous, avec Anissa, on va faire notre gymnastique, mais de l'esprit. Bonjour Anissa. Bonjour. Pas trop fatiguée? Eh ben écoute, t'as bien fait de venir. Bah, viens, posons-nous un peu. Mensana in corpore sano, ça signifie un esprit sain dans un corps sain. Et cette expression, elle nous vient du 2e siècle après Jésus-Christ, un poète Juvénal qui l'avait dite. Et en fait, tu vois que finalement, c'est pas nouveau cette préoccupation du développement personnel et du souci du bien-être. Mais ce qui a changé, c'est que nous sommes dans une industrie du bien-être. Et ça, c'est le symptôme de quelque chose de nouveau. Peut-être le symptôme d'un mal-être collectif et structurel qui nous amène à poser une intuition et une hypothèse qui est-ce que ce corps sanctifié, sanctuarisé qu'on a aujourd'hui, c'est pas le symptôme finalement d'une absence de croyance totale en ce corps, comme si ce corps nous faisait défaut. Et c'est ça qu'on va travailler ensemble. Ah ben tu commences fort Olivier. Bah écoute, autant commencer par la fin, et on va essayer de le démontrer maintenant. Parce que notre idée, ce qu'on va défendre, c'est que dans une société hyper concurrentielle, hyper compétitive, on a des hommes qui sont dressés les uns contre les autres, des individus qui cherchent à performer, à s'accomplir, à s'adapter, exactement comme un sportif de haut niveau, qui cherche à gagner une compétition. Donc l'homme doit s'en remettre à lui-même. Et là, le corps, il a un rôle important à jouer, c'est un corps refuge que je vais investir pour essayer de gagner la compétition. Dans le bouquin de Cederström et Spicer, il y a un exemple qui est donné d'un banquier qui dit aujourd'hui la ressource principale, c'est pas le temps c'est de l'argent, mais l'énergie. C'est l'énergie qui est la ressource principale. Parce que dans un monde compétitif, dans un monde financiarisé où les marchés tournent 24 heures sur 24, il faut être là tout le temps, sur le qui-vive, et ne jamais laisser sa place. Donc il faut se transformer en machine pour répondre à un monde devenu technologique. Mais quand on est une machine, c'est comme quand tu as un vélo, par exemple. Je ne sais pas si tu as un vélo Oui, ou une voiture. oui, Bah, dans une voiture ou un vélo, il faut l'entretenir oui, oui. pour qu'il tienne, parce que sinon il s'use. Et bah là, l'objectif, c'était de trouver des techniques, et c'est le développement personnel qui vont les fournir, pour que ce corps ne s'use pas, pour qu'on en prenne soin. C'est une sorte d'hygiène sociale et corporelle qui s'impose, et elle vient là, justement, pour pallier les défaillances de l'État-providence, de la famille, de l'éducation. On dit, c'est plus à eux de jouer le rôle de régulateur social, c'est vraiment à nous, en tant que tel, de nous prendre en charge grâce à des coachs en développement personnel qui vont nous permettre de dire tu vas prendre en main ton destin. Et ça se prétend neutre au niveau politique. C'est dit, bah, en fait, finalement, chacun peut le faire. C'est à portée de main, il va pouvoir libérer son potentiel grâce au sport, grâce au coach, grâce à des psys et à des techniques qui vont lui permettre de se libérer. Et donc, ça veut dire que c'est profondément démocratique et qu'il n'y a pas d'inégalité. Il y a juste des talents qu'on va devoir exploiter ou qui vont se valoriser et s'épanouir dans la société néolibérale. Toi-même, quand tu fais du sport, je ne sais pas si tu fais du yoga ou si tu fais du jogging, qu'est-ce que tu recherches finalement? Bah, c'est l'idée de bien-être, c'est l'idée d'accomplissement aussi, le fait d'être bien dans sa peau, Bah oui, tout ce qui va avec, toute cette hygiène de vie qui va avec, quoi. bah, c'est ça, et en fait, ça va aussi au-delà de ça. Chacun individuellement est de bonne foi quand il prétend dire bah, moi je fais ça pour me faire du bien. Ce matin, avant de venir ici, j'ai fait un jogging. Ça m'a permis de purifier ma tête, d'avoir un corps plus stimulé, et donc de me dire je vais être meilleur C'est pas dans. une mauvaise chose, quoi, Carrément pas. d'avoir cette envie-là. Sauf qu'on ne peut pas raisonner qu'au niveau individuel. Comme je te l'ai dit, l'individu, il est pris dans un système hyper compétitif. Et les absences de régulation sociale vont faire en sorte qu'on va devoir s'en remettre à nous-mêmes pour prendre en charge notre destin. Et là, on bascule du côté de l'idéologie. Parce qu'on dit, c'est à l'individu de faire en sorte qu'il s'accomplisse, qu'il se réalise. Il est responsable de sa vie pleinement. C'est une question de vouloir, de volonté. Et ça, tu le retrouves beaucoup dans des discours de youtubeurs, d'influenceurs. Je pense à Sissi Mua, par exemple, je ne sais pas si tu connais. Non, je connais pas. Elle a une chaîne à presque 2 millions d'abonnés, elle est hyper populaire.
et elle dit deviens la meilleure version de toi-même. Et pour ça, Il suffit y de en a vouloir. beaucoup comme elle, quoi. Elle n'est pas la seule. C'est Ouais, vraiment c'est quelque chose ça. qui est presque dominant aujourd'hui et qui met l'accent sur l'individu en disant voilà, il suffit de le vouloir, mais pour ça, il faut que tu adoptes la bonne attitude. Et la bonne attitude, c'est justement une certaine hygiène de vie, c'est des exercices. Et là, tu vas pouvoir libérer ton potentiel et aller sur le chemin de la réussite. Parce que finalement, ce bien-être, il n'est pas voulu pour lui-même. Il est voulu pour ce qui va permettre d'accomplir et d'atteindre. C'est un corps qui devient d'un corps refuge un corps trophée. Ce qui va permettre de socialement être valorisé, d'aller avoir un meilleur salaire, d'avoir de la popularité, de faire des beaux voyages. Et on le voit, c'est ce qui se produit en fait. On pense que grâce à ce corps qu'on entretient, on va avoir plus de succès. Et ça remplace finalement la théologie traditionnelle où on pensait c'est quoi mon chemin d'élu? Qu'est-ce qui montre que j'ai un destin exceptionnel, que je suis un privilégié? Certains vont dire ça va être l'accumulation de la richesse, d'autres vont dire c'est la popularité. La beauté devient une clé d'entrée pour tout ça. C'est là où le corps devient politique, en fait. C'est au moment où, justement, le corps est imposé comme étant presque infaillible, quoi, et moteur même de son succès. Bien sûr. Et donc, toutes les politiques se dédouanent un peu, en fait, de ce qu'ils pourraient faire, mettre en place pour aider la société en général et pallier aux inégalités, en fait. C'est un peu ça, quoi. Et on culpabilise les individus, en fait. Voilà, c'est ça. Parce que c'est vrai, on le dit, ouais, si ça me fait du bien de faire du sport, tant mieux, c'est super. Si faire un régime me fait me sentir mieux dans mon corps, parfait, génial. Mais ça va bien au-delà. Parce qu'en fait, finalement, il y a un syndrome qui va être celui de la culpabilité. Je sais pas, tu as lu comme moi des manuels de développement personnel. Tu vois un peu ce qu'il y a dedans. En fait, quand on les regarde, ouais, bien sûr, sur le coup, ça nous fait aller mieux. Ah oui, je sais comment je vais faire, je comprends, c'est plus clair, c'est plus limpide. Souvent, c'est des points. Tu as des bullet points qui te disent ce qu'il faut faire le lundi, le mardi, le mercredi. Et en 7 jours, tu pourras devenir riche. En 12 jours, tu pourras trouver la clé du bonheur. En moins d'un mois, tu pourras toucher ton premier million. Alors, ça n'enrichit que ceux qui ont écrit les bouquins, en réalité. C'est sûr. Et toi, tu crois sincèrement en ce qui est lu et tu te sens bien pendant le temps de la lecture. Mais ce que disent Cederstrom, et c'est vachement intéressant, et Spicer, c'est que, en fait, finalement, le bienfait, il est immédiat, mais il est hyper éphémère. Parce que ça te présente les choses dans un contexte pur et parfait, comme diraient les économistes. Dans une bulle hygiéniste, comme si tu étais hors du monde et qu'il n'y avait rien qui venait parasiter, pas d'autre, pas d'altérité, rien qui va venir fausser le calcul. Or, on vit dans un monde complexe, les interactions sont complexes, et ce qu'on a vu dans ce bouquin qui semblait si simple, si beau, on le rencontre jamais vraiment dans la vie. D'autant que on n'est pas facilité dans notre vie par la publicité, le marketing, qui favorise le développement d'un corps anxieux. Genre en disant, si tu n'en as pas fait assez, il en faut plus, tu peux devenir vraiment beau, performant si tu achètes tel produit, si tu suis tel régime, etc. Donc ce corps anxieux, il est ultra sollicité et en plus on le tente sans cesse en disant mais jouis, profite, amuse-toi, ça va les régimes. Donc on a comme un régime où on a dans la tête un petit diablotin et un petit ange. L'ange il dit fais attention à toi, prends soin de toi. Et le petit diable il dit ça suffit, on n'a qu'une seule vie, profite, vis intensément. On a fait un cours sur l'intensité. Oui. C'est vraiment le même registre et on est pris dans cette injonction et parfois on fait des gros efforts. Et le soir, on craque, on fait un McDo. C'est un petit plaisir qu'on s'autorise. Alors comment ça s'appelle ce plaisir coupable? Ça a un nom en anglais. Le cheat meal. Voilà, bon, on s'accorde ce plaisir-là. Et après, qu'est-ce qui se passe? On culpabilise. Ouais, on culpabilise. En tout cas, moi, c'est ce qui m'arrive. C'est-à-dire que si je déconne trop, à un moment, je vais me dire ah merde, c'est pas raisonnable. J'ai commis des abus, j'ai commis un excès. Les repas des fêtes, c'est trop lourd. Le 1er janvier, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'inscrire en salle de sport. Et comme ça, je me rachète une virginité. Tu vois, tout ce vocabulaire est intéressant. Je parle de virginité. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? On va dire, j'ai commis une faute. J'ai commis un impair. J'ai commis des excès. On est dans du langage presque religieux. Il faut réparer ce qu'on a fait. Et pour ça, on va faire son chemin de croix en faisant des régimes qui vont nous donner le sentiment qu'on reprend le contrôle sur soi et qu'on gagne en maîtrise. Et on se sent mieux parce qu'on va purifier ce corps impur, encore du vocabulaire religieux. Et quand la faute est trop lourde, on va s'abonner dans une salle de sport parce que là, avec l'abonnement, on se dit, c'est comme acheter des indulgences, c'est-à-dire on va s'assurer sa place au paradis et on se sent mieux dès qu'on a pris l'abonnement. Or justement, on le sait, quand tu t'inscris dans une salle de sport, il y a de fortes chances que tu ne continues pas. Oui. Il y a sur 5 abonnements, en septembre, donc qui sont souscrits en janvier, Oui. en septembre, il n'y a plus qu'un seul nouvel abonné qui continuera. C'est-à-dire qu'on en a perdu 4 en cours de route.
Et au bout de 4 mois, on en a perdu 50%. Oui, tu vois. oui. Ouais, du coup, les salles, c'est pour ça qu'ils proposent tout le temps des abonnements à l'année, quoi. Bah, exactement. Parce qu'ils se disent, ça fait partie de leur modèle économique en C'est fait. ça. Ils proposent des prestations savent qu'ils ne très peuvent bien. pas assumer en fait. Oui, c'est Si ça. tout le monde venait, ce serait catastrophique. Ah oui, oui, c'est ça. C'est comme si tout le monde venait chercher son argent à la banque le même jour. Banqueroute, totale. Mais tu vois ce que je te disais, le parallèle qu'on pourrait faire avec la religion, on pourrait aller encore un peu plus loin en disant que finalement le système religieux prétendait encadrer le tout de la société, créer la verticalité, Dieu, nous et tout ça. Là, il n'y a plus de transcendance, mais par contre, c'est dans l'intériorité que la religion vient se nicher, la nouvelle religion. C'est toi qui deviens l'indice, la boussole du bien et du mal par rapport à la conduite de vie que tu vas adopter. C'est fou à dire, mais c'est pas juste une question d'être bien dans son corps. C'est quand tu es bien dans ton corps, tu es perçu comme quelqu'un de vertueux, quelqu'un de digne de confiance, de quelqu'un de sain. L'idée d'être sain, tu vois. Alors que si tu souffres de surpoids, si tu es plutôt pâle, mauvaise mine, etc., on va dire que tu n'es pas malsain, mais tu ne suscites pas la confiance égale. Tu dis, ouais, il devrait se prendre en main, il devrait faire d'autres choses. Donc comme si le vice était du côté des gens qui ne font rien au niveau de l'activité physique. Le vice et la vertu. C'est une vraie norme sociale, c'est une vraie violence sociale qui s'exerce sur les uns et les autres, et en plus elle est quasi invisible parce qu'elle est dans nos têtes, elle n'est pas là. Elle est ancrée, quoi. Elle est ancrée là, par la publicité, par les Insta, par les Snap, tout ça. Bon, des TikTok, évidemment. Et c'est un changement de paradigme, on pourrait dire, au niveau politique. On n'est plus dans ce que Foucault appelait le biopouvoir, ce qui était déjà un contrôle par le pouvoir, pas par des autorités, genre comme la police, l'armée, mais un contrôle qui s'exerce dans le corps même sur nos conduites, comme quand tu dis, ouais, manger 5 fruits et légumes par jour, ça c'était du biopouvoir. Une philosophe slovène parle même de biomorale. C'est vraiment ce qui distingue le pur et l'impur, le sain et le malsain, le vertueux et le vice. Et ça s'exerce en nous. Là, c'est l'idée de grossophobie et paradoxalement aussi le fait d'avoir le privilège de la beauté. Donc, qui dit que les personnes les plus belles réussissent mieux, sont mieux payées, et que les personnes qui ont des troubles alimentaires, par exemple, vont être considérées comme moins performants. Ouais. C'est cette idée-là dont tu veux parler. Tu vois, ça nous permet d'affiner ce qu'on disait tout à l'heure, en disant, voilà, mais l'État prend plus ses responsabilités, c'est à l'individu de le faire. C'est assez intéressant, c'est que de dire, par exemple, quelqu'un qui souffre de surcharge pondérale, ça peut être un problème, bien sûr, de comportement alimentaire, mais ce comportement alimentaire, ça peut être suscité par une mauvaise éducation alimentaire, ça peut être par une mauvaise hygiène alimentaire, mais qui peut être liée à des revenus faibles, parce qu'on sait que des nourritures très grasses, bourrées de sucre et de sel, vont être parfois des nourritures qui seront moins chères que des produits sains, bio, circuits courts et tout ça. Voilà. Ça peut être aussi lié à un problème de santé. Ça peut être lié à des problèmes de santé aussi psychologiques, dépression ou autres. Et ça, c'est des choses qui vont être minorées parce qu'on dit qu'il suffit que l'individu se prenne en charge lui-même. Comme s'il n'y avait plus de contexte économique, social, voire même de pathologie. On nie tout ça pour dire que c'est la responsabilité de chacun et ça produit des effets parfois catastrophiques parce que, à force de dire ça, plus personne ne prend ses responsabilités, on met la faute sur l'individu. Et si on va dans les extrêmes, mais alors là je parle des extrêmes les plus graves, par exemple certaines tendances crudivores, des jeunes qui sont des jeunes longue durée, on sait que certains ont pu même périr du fait de jeunes longue durée, ils sont morts parce qu'ils ne sont pas alimentés. Et là on voit des conduites qui peuvent être dangereuses de la part de certains coachs qui sont en réalité des gourous. Oui, ils n'ont pas lié à la médecine traditionnelle, quoi. C'est ça. Donc là où les défaillances des autorités légitimes, légales, reconnues, validées par des diplômes, etc. D'autres vont s'engouffrer pour dire on va prendre en charge toi. Et puis quand il y a un accident qui se passe, je l'ai lu dans une déclaration il n'y a pas longtemps, on incrimine non pas, le gourou ne s'incrimine pas lui-même, il va dire elle a eu un comportement, oui, il a eu un comportement fautif. C'est lui qui a décidé. Et il a déconné parce qu'il a craqué dans son régime alimentaire, il a pris un McDo justement, il en est mort quoi. Il n'aurait pas déconné, il serait pas mort. Oui, dans l'idée générale, c'est ça, ils remettent toujours la faute sur la victime en fait. Exactement, exactement. Alors qu'en fait, dans le fond, l'objectif qui est poursuivi est un objectif complètement chimérique. On n'aura jamais un corps pur et parfait. Ça, c'est un fantasme. C'est totalement illusoire. Le corps parfait n'existe pas. C'est une production de l'imaginaire, des arts, de l'esthétique, de l'industrie. Ça n'existe pas. Prenons Barbie. On a vu le film. Tu l'as vu, toi? Non, j'ai pas vu le voir. Moi non plus, je ne l'ai pas regardé. Mais
Barbie, pour des générations et des générations de petites filles, c'était un modèle de beauté, la blonde, avec des mensurations idylliques. Mais en réalité, ces mensurations-là, si on les reportait sur une femme de taille réelle, de proportion réelle, elle ne pourrait même pas tenir debout. Donc ça montre bien que le modèle de la beauté parfaite est une chimère. Et en plus de ça, il y a un problème derrière ça qui n'est pas juste on a des normes ou pas de beauté qui conviennent ou qui ne conviennent pas. C'est que, en fait, c'est dans le fond, c'est qu'on n'aime pas nos corps. Nous sommes rentrés dans une haine du corps qui fait qu'on n'aime pas tout ce qui nous ramène du côté de la matière, de la terre, de la mortalité, de notre finitude. Bah oui, malheureusement, Anissa, toi et moi, il n'y a pas de secret. On a besoin d'aller aux toilettes. On a des besoins à accomplir. Et bah oui, c'est peut-être pas beau, mais c'est une réalité corporelle qu'on ne peut pas nier. J'ai l'impression que depuis la naissance de la religion, il y a eu quand même cette injonction au corps, cette injonction à l'hygiène. Donc ça a pas changé C'est-à-dire que grandement avec l'industrialisation ou le capitalisme, quoi. on peut dire que l'homme, de toute façon, est dans cette tension depuis le début entre le corps et l'âme qu'il aimerait immortelle et éternelle. Et le corps, soumis à déchéance, il va chercher dans la religion la survie et le salut. Mais peut-être que ça franchit une étape supplémentaire. C'est-à-dire qu'avec l'essor technologique, l'homme a vu de plus en plus un moyen de vivre au-delà de lui-même. Je m'explique. Si tu remontes depuis la naissance de l'humanité, l'homme qui était sur ses quatre pattes, il s'est redressé, la main est devenue un outil qui lui a permis de prolonger son action, de donner plus de force, les jambes lui ont permis de marcher, la roue lui a permis de courir, d'aller de plus en plus vite, et ainsi de suite. La technologie va dans ce sens-là. Et aujourd'hui, on va du côté de l'intelligence artificielle, des nanotechnologies, qui nous permettent d'espérer, peut-être, pour certains, la vie éternelle. C'est ce qu'on appelle le transhumanisme, cette idéologie de la vie éternelle, où l'homme va aller au-delà de lui-même, va devenir un surhomme grâce à la technologie, et va pouvoir vivre éternellement. Et c'est quelque chose qui existe dans le discours ambiant, dans l'idéologie ambiante technologique, y compris chez des gens qui sont chez Google. Le numéro 3 de Google, qui s'appelle Kurzweil, Ray Kurzweil, c'est quelqu'un qui absorbe des pilules toute la journée et qui est persuadé que dans les années 2040-2045, on va atteindre le point de la singularité, c'est-à-dire le point où l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies permettront de régler tous les problèmes qui se posent à l'humanité, y compris la mortalité, parce que la mortalité est perçue comme le dernier rempart et la dernière maladie, et ce qu'il faut absolument dépasser. Ça reste un fantasme, l'idée de l'immortalité. Oui, bien sûr, mais si tu veux, ça a quand même des effets très concrets. Parce que les investisseurs aujourd'hui, ils y croient. Et ils vont financer des sociétés comme celle qu'on vient de nommer pour justement les aider à développer ces programmes qui vont nous permettre de basculer du côté de la singularité. On est dans l'idée qu'on va créer une sorte d'humain qui sera débarrassé de son corps physique et qui sera dans la sphère virtuelle. C'est exactement l'idée du métavers selon Zuckerberg aussi. On va créer un monde harmonieux où les âmes se trouvent réunies, et ça rejoint ce que disait le jésuite Teilhard de Chardin aussi. On va créer une noosphère, une sphère de l'esprit. Et c'est marrant parce qu'en fait, Zuckerberg, c'est vraiment quelqu'un qui a fonctionné sur l'idéologie, on dit de la rencontre. C'est une rencontre cordiale, une rencontre qui est légèrement aseptisée. Tu prends les bons côtés de la relation sans les mauvais. En fait, moi j'ai l'impression depuis le début que Zuckerberg, c'est quelqu'un qui a une phobie sociale. Et les amis Facebook, ces amis virtuels, c'est des amis qui ne sont pas incarnés dans l'espace physique. Et c'est exactement ce qu'ils recherchent. Les bons côtés de la relation humaine sans avoir les mauvais côtés, ce qui est la rencontre physique avec l'autre. Et tu vois, ça c'est quelque chose que je racontais en cours déjà il y a 10 ans. J'ai l'impression que la réalité me donne raison, quoi. Ah bah oui, c'est sûr que nos rapports, ils sont de plus en plus dématérialisés, quoi. Bah ouais, regarde, aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un hygiénisme social qui est un peu partout, encore plus depuis le Covid et les confinements. Les gens restent chez eux, ils n'ont pas envie de sortir, ils regardent du streaming, ils regardent de la pornographie sur leurs écrans plutôt que d'avoir des rapports sexuels physiques. Aujourd'hui, tiens-toi bien, 44% des jeunes qui ont entre 18 et 25 ans n'ont pas eu de rapport sexuel pendant l'année écoulée. Et on voit une baisse par rapport aux générations précédentes. Parler, oui. Ça, ils ne s'intéressent plus. Oui, c'est ça. Donc la rencontre physique n'intéresse plus. C'est beaucoup plus simple de chatter sur les réseaux, quoi. Exactement. C'est moins risqué. Ouais. Et tu vois, on en arrive finalement à notre conclusion et qui était nos points de départ. Je te disais, l'hypothèse de départ, c'était de dire le corps physique, on l'encense, on le sanctifie, et pourtant, en fait, on n'y croit plus. On voit que le corps d'aujourd'hui, c'est un corps qu'on réinvestit, c'est vrai, mais après l'avoir déserté. C'est un peu comme si tu faisais des travaux chez toi, tu vidais ton appartement et que tu remettais des choses dedans. C'est plus le même appartement, l'agencement a changé, quoi. On l'a désinvesti, on le réinvestit. Et comme on ne sait plus exactement comment lui parler à ce corps, on s'en remet à d'autres que nous. Il y a les coachs qui nous aident à renouer avec nous-mêmes, la méditation, la respiration. On va retrouver notre moi intérieur qu'on a un peu perdu de vue,
ou alors des technologies. Alors moi, j'ai une montre tout à fait traditionnelle, mais si j'avais une Apple Watch, Oui, oui, il calcule tous tes pas, il calcule combien t'as... c'est ça. Et en fait, je me fie non pas à mes sensations, est-ce que je me suis levé en étant bien ou pas bien, est-ce que je me sens reposé ou pas, mais à ce que me donne, Tu te fies aux technologies, quoi. c'est ça, qui vont me dire, bah non, là, tu n'as pas fait le nombre de pas réglementaires, non, tu n'as pas assez dormi, tu n'as pas fait tes cycles de sommeil, et du coup, tu te sens pas bien parce que l'application te l'a dit. Donc en fait, on est dans un mois où je ne fais plus confiance vraiment à mes sensations intérieures, mais je me remettre à des technologies qui vont se substituer à moi. Et c'est voilà, c'est vrai que la technologie, ça permet d'accroître sa puissance d'intervention sur le monde, mais c'est comme si nous, en tant qu'êtres, on été anesthésiés et qu'on avait perdu le chemin vers nous-mêmes. Alors, Anissa, tu vois, pour retrouver ce chemin vers le soi intérieur, je te propose une autre solution que celle du développement personnel et celle des technologies. C'est peut-être l'autre qui peut nous aider à renouer avec notre voix intérieure,